Il est très attendu au lendemain évidemment de la déclaration de Vladimir Poutine. Bonjour à vous Alexander Makogonov. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Très attendu parce que vous êtes le porte-parole de l'ambassade de Russie en France et qu'on a évidemment énormément de questions. Comment allez-vous? Ça va, tout va bien. Pas toujours facile Pas toujours facile, mais on tient. On verra ça tout à l'heure. Mais j'avais une première question qui est directement liée effectivement aux annonces du président Poutine hier. Est-ce que des membres de votre famille ou des proches vont être mobilisés dans le cadre de cette annonce du président russe? Non, pas du tout, parce que le président a dit clairement qu'il s'agit des réservistes, c'est-à-dire les personnes qui ont déjà servi dans l'armée, qui ont déjà de l'expérience, qui ont déjà des acquis nécessaires et des spécialisations nécessaires pour justement aider nos troupes sur le front dans les régions concernées. Mais des réservistes, ce sont des civils qui ont eu une formation, effectivement. Et si quelqu'un dans votre entourage était appelé, vous lui diriez quoi? De faire attention, de partir, de fuir la Russie pour ne pas risquer la mort au combat? Non, pourquoi? Je devrais le dire. Non, j'en serais peut-être fier, je ne sais pas, parce que je ne peux pas vous citer un exemple concret. Je n'ai pas dans ma famille les gens qui sont soumis à cette mesure de mobilisation, mais en tout cas, je sais que dans mon pays, la plupart des gens ont attendu cette mesure et sont prêts psychologiquement à cette mobilisation. Et il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien aller dans le Donbass et dans ces régions concernées en tant que volontaires, et donc ils n'attendaient que ça en fait. Alors pourquoi cette mobilisation partielle s'il y avait autant de volontaires à disposition de l'armée? Mais en tout cas, la situation exige quand même la présence plus renforcée, le dispositif militaire plus renforcé sur place, parce que comme a dit le président Poutine, la ligne de front maintenant, elle est très étendue quand même, c'est plus dans milliers de kilomètres, et donc là, les régions concernées quand même nécessitent la protection appropriée, et donc le niveau de contrôle approprié justement pour assurer leur sécurité. Il faut des renforts. Est-ce qu'il faut des renforts, j'appelle ça comme ça, effectivement, pour répondre à la contre-offensive éclair ukrainienne dans le nord-est de l'Ukraine? Non. Il faut surtout des renforts pour assurer la sécurité de ces régions et la sécurité des gens qui habitent dans ces régions. Quand vous parlez de cette contre-offensive ukrainienne, mais c'était un événement à part, c'était peut-être des petites percées sur des petites zones, mais en fait ça change rien en général. Ça ne change pas grand-chose, ça ne veut rien dire du tout. Tout ce qu'on a raconté de la réussite ukrainienne, qui a réussi à reconquérir 20 villes, vous dites c'est de la propagande ukrainienne relayée par les Occidentaux. En fait, c'est rien. Pour vous, ça ne signifie rien militairement. En fait, vous avez, non seulement vous, mais bon, dans la presse occidentale en général, on parle beaucoup de ces victoires ukrainiennes, de ces percées ukrainiennes et du débâcle russe, mais en fait, on parle, je ne sais pas pourquoi, jamais des pertes ukrainienne, vraiment du prix que les Ukrainiens ont payé pour ces petites percées qui ne veulent rien dire du tout. Vous les connaissez, vous, ce niveau de perte? On sait très bien que les pertes sont énormes, mais personne ne les... Mais vous avez un chiffre? Non. Pourquoi? Ça appartient aux Ukrainiens de vous donner des chiffres, mais ils ne les donnent pas, ils les cachent. Donc en fait, ils payent un prix très très fort, c'est ce que vous dites, dans des conquêtes qui ne sont pas significatives. Mais écoutez, le ministre Shoigu, le ministre de la Défense, hier, il a énoncé ces chiffres-là. Donc là, les Ukrainiens, ils ont perdu... pour tous ces mois de l'opération militaire, ils ont perdu une 60aine de milliers de personnes déjà morts. Et pour les blessés, dans ces opérations dans le Nord-Est? Non, en général. En général, 60 000 personnes. Oui. Et plus d'une quarantaine de milliers blessés. Ministre. Imaginez, ça fait une centaine de milliers en général. C'est la moitié des effectifs militaires de l'Ukraine. Il y a plus de pertes ukrainiennes que de pertes russes? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. La question est de savoir combien de temps encore le régime de Kiev est prêt à jeter ses propres concitoyens dans ce bourbier de la guerre qui n'a aucun sens. Mais il se défend, il ne jette pas. C'est l'agression russe qui l'oblige à aller combattre. Vous voyez les méthodes, quand vous dites qu'ils se défendent, vous voyez les méthodes qu'ils utilisent quand ils se cachent derrière les dos des civils, quand ils se cachent dans les quartiers résidentiels, quand ils déploient les équipements lourds et l'artillerie, etc. dans les quartiers résidentiels. Je ne sais pas en fait qui ils défendent. Ils se défendent, ça c'est une très bonne expression. Ils se défendent. Oui, ils se défendent face à l'agression russe. Non, ils ne se défendent pas face à l'agression russe. Ils font quoi alors? Mais écoutez, en fait, c'est une résistance qui n'a aucun sens, parce que la Russie a dit dès le départ, dès le début de cette opération militaire, que militairement ou diplomatiquement, les objectifs fixés dans le cadre de l'opération militaire seront atteints.
Ces objectifs sont très clairs. Alors lesquels? Ça m'intéresse. Quel est aujourd'hui le but de guerre russe? Initialement, le 24 février, il était question d'aller sur Kiev et de changer ce régime nazi. Est-ce que vous diriez que c'est toujours l'objectif de Vladimir Poutine? Tout d'abord, on n'a jamais dit que l'objectif de notre opération était de changer le régime. On a dit clairement que l'objectif de cette opération était de démilitariser l'Ukraine, c'est-à-dire de diminuer vraiment au maximum le niveau de menace qui provenait de son territoire, c'est-à-dire vraiment comment dirais-je, de diminuer tout le potentiel militaire de l'Ukraine. Deuxièmement, c'est la dénazification, c'est-à-dire le régime de Kiev qui a pris très clairement l'orientation néo-nazie et russophobe. Donc là, il fallait quand même, il faut prendre des mesures pour... Alors, il fallait aller sur Kiev, puisque les troupes russes sont allées sur Kiev. Est-ce que votre but, c'est toujours d'aller sur Kiev? Non, pas du tout. Vous avez tenté d'y aller. Personne ne l'a jamais dit. Attendez, c'est pas une fiction. C'est pas une fiction, le fait qu'il y ait eu des chars russes qui ont pris la direction de Kiev. Kiev, à un moment donné, a été encerclé, mais on n'est pas allé, on n'a pas effectué une opération d'assaut ou quoi que ce soit. Donc là, puis on a retiré nos troupes dès que nous avons commencé les négociations avec les Ukrainiens. Ah oui, le retrait est lié aux négociations. Mais ma question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, les troupes russes sont prêtes ou envisagent à nouveau d'aller sur Kiev ou pas du tout? Non, mais pour le moment, personne n'en parle. Donc là, ça n'est pas ça. Pas donc le but général, tel que vous le décrivez, c'est la dénazification, la démilitarisation. Concrètement, sur le terrain, le but de guerre, c'est quoi? C'est de consolider votre présence dans le Donbass? Vous savez, pour le moment, notre objectif principal, c'est de sécuriser les territoires qui se trouvent déjà sous notre contrôle. Parce que là, ces territoires, comme vous le savez, vont organiser des référendums à partir de demain. Donc là, en fonction des résultats de ces référendums, les décisions appropriées seront prises. Alors le résultat, vous pouvez le dire maintenant? Mais on peut le deviner parce qu'on sait très bien comment les gens sur place, comment ils aspirent vraiment, comment ils rêvent de rejoindre la grande famille russe. Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute parce que ces gens... C'est même pas la peine de les... Oui, mais bien sûr. Et vous savez pourquoi il n'y a aucun doute? Mais parce que les gens dans le Donbass, qui depuis 2014 vivent sous les bombardements de régime de Kiev, de leur propre gouvernement, imaginez, là, ils vivaient... Mais quel sentiment elles devraient avoir? La légende dans le sud de l'Ukraine, dans les régions de Kherson et Zaporijie, qui vivent sous les bombardements presque chaque jour, là. Mais quel sentiment elles doivent avoir? Est-ce que vous croyez vraiment qu'ils veulent revenir dans l'Ukraine, qu'ils veulent se réintégrer dans l'Ukraine? Mais jamais, bien sûr. Ils n'ont pas même pensé. Donc, les référendums vont être organisés à partir de demain. Tout est prêt? Administrativement, pratiquement. D'après ce que les autorités locales disent, oui. Il y aura un vote dans les urnes ou ce sera en ligne? Autant que je sache, il y aura une journée de vote sur les urnes, et puis après, pour les autres jours, ce sera de porte à porte, de différents types de différentes modalités du 23 au 27 septembre, donc dans 4 territoires qui ont été désignés et qui, après le référendum, vous dites ce sera oui, nous acceptons le rattachement à la Russie. Donc, de fait, ce sera quoi? Une annexion après, avec approbation de la population? Non, mais écoutez, tout d'abord, c'est le vote, puis selon les résultats du vote, donc vous dites après certaines procédures, la décision sera formalisée. Mais quand vous parlez de l'annexion, c'est vraiment un gros mot en quelque sens, parce que l'annexion, ça prévoit un rattachement forcé. Vous imaginez? Mais ici, en l'occurrence... Il sera volontaire compte tenu du résultat du vote. On parle des procédures purement démocratiques, parce que c'est la volonté des gens qui priment. Purement démocratique. Mais c'est les gens qui décident sur leur destin, vous le voyez, personne ne les force de le faire. Comme en Crimée. 97% ont voté oui pour le rattachement avec la Russie. Donc ce sera le territoire, ce seront des russes. Si les Ukrainiens combattent, bombardent ces territoires, après les résultats du référendum et la conclusion politique que vous en tirez, est-ce que vous considérez que les intérêts vitaux de la Russie seront atteints? Mais tout d'abord, on espère que les Ukrainiens seront suffisamment sages de ne pas le faire. Mais s'ils essaient de le faire, ça veut dire qu'ils bombardent, qu'ils attaquent le territoire russe. Imaginez. Donc là, mais s'ils le font, s'ils veulent le faire et s'ils le font, cela veut dire automatiquement qu'ils attaquent le territoire russe. C'est ça. Donc s'ils attaquent les territoires russes, à ce moment-là, quelle conclusion vous en tirerez? Bon, c'est pas à moi de tirer la conclusion. Ce sera décidé au niveau militaire, par le commandement militaire, par les dirigeants. Je vous dis ça parce que quand Vladimir Poutine dit hier la menace nucléaire, attention, ce n'est pas du bluff, il dit clairement que vous pourriez utiliser l'arme nucléaire lorsque les intérêts vitaux
de la Russie sont atteints. Non, pas du tout, il n'a pas dit ça. Il ne faut pas pervertir ses propos. En fait, il a dit qu'en réponse aux menaces à la Russie, y compris les menaces nucléaires, la Russie a suffisamment de moyens de riposter. Quelle menace? Quelle menace? La menace qui provient Est-ce qu'il des y a pays une occidentaux. déclaration occidentale que vous pouvez me citer qui prouve que les Occidentaux ont proféré une menace nucléaire contre la Russie? Est-ce qu'il y en a une? En fait, il n'y a pas de déclaration directe, mais il y a toujours des petites allusions, des petits clins d'œil, comme quoi les pays occidentaux ont aussi des moyens, y compris nucléaires, pour riposter. C'est ça la dissuasion attaquer. nucléaire. Non, mais parce que, vous savez... Mais alors, pour c'est un petit attaquer, peu j'aimerais différent. bien que vous me donniez un élément qui prouve qu'effectivement, comme Vladimir Poutine l'a dit hier, je ne sais plus quelle est la phrase exactement, mais il accuse effectivement les Occidentaux de menacer. Ouais. Est-ce que ça n'est pas un mensonge caractérisé Non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, Poutine si vous voulez les exemples concrets, par exemple, au début de l'opération militaire, je crois que c'était au mois de mars, début mars, Joe Biden a dit que bon, si ce n'est pas les sanctions, ce serait la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, forcément, c'est la guerre nucléaire. Donc là, les Polonais, après, ils disent que nous sommes prêts à accueillir sur notre territoire des armes nucléaires. Pourquoi? Bien sûr, contre la Russie. Du côté allemand aussi, il y avait quelques déclarations aussi de ce type-là. Le ministre de la Défense britannique, Ben Wallace, je crois, c'était aussi au printemps dernier, il a dit que la Grande-Bretagne se réserve le droit d'utiliser des armes de destruction massive contre la Russie si la Russie utilise les armes chimiques en Ukraine. Sans consulter les alliés, je souligne. C'est ce qu'il a dit. Donc, et là, ce n'est pas la menace pour vous? En tout cas, ce que je retiens de ce que vous me dites, c'est que quand Vladimir Poutine, hier matin, parle de l'arme nucléaire dont il dispose, puisqu'il dit qu'il utilisera tous les moyens, c'est uniquement si les Occidentaux utilisaient eux-mêmes l'arsenal nucléaire? Mais j'espère. Ce qui n'a jamais été envisagé. Dans son discours, c'est dit vraiment clair et net. En cas de menace. En cas de menace. Mais est-ce que c'est une menace, pour être clair, parce que je ne suis pas un génie militaire, mais est-ce que c'est une menace d'attaquer les intérêts vitaux de la Russie, c'est-à-dire attaquer son territoire, attaquer son peuple, attaquer son territoire, pour assurer la sécurité de son territoire. Est-ce qu'attaquer le territoire de la Russie, ça nécessite une réponse nucléaire, selon Vladimir Poutine? La réponse nucléaire dans notre pays est très bien définie dans la doctrine militaire. Ouais. L'arme militaire ne peut être utilisée que dans des cas vraiment limités. Il y en a deux, je crois. Donc, le premier, c'est l'attaque nucléaire contre le territoire de Russie ou le territoire de ses alliés. Et deuxièmement, c'est l'utilisation des armes, disons, des armes conventionnelles ou autres types d'armes qui menacent, disons, l'existence même de la Russie. Alors, donc là, attaquer les territoires qui vont être rattachés à la Russie, pardon de reposer la question, mais je veux être sûr de bien comprendre, qui vont être rattachés à la Russie par référendum, attaquer la Crimée militairement, est-ce que c'est attaquer les intérêts vitaux, la Russie? Mais c'est comme attaquer la Russie. Et la donc, Crimée, c'est la Russie. Et donc, est-ce que ça entre dans le cadre d'une réponse nucléaire? Mais écoutez, ça dépend du type de l'attaque. Ce sera décidé au niveau aussi. Ça dépend du type de l'attaque, mais du type de l'armement, du type de quoi? Du type de l'armement, exactement. Donc, par exemple, mais si les pays occidentaux fournissent aux Ukrainiens les armes, l'artillerie de longue portée qui permet de bombarder les villes russes à 300 km de la frontière ukrainienne, donc si les Ukrainiens commencent... c'est une ligne rouge pour Poutine. Je ne sais pas si c'est la ligne rouge. En tout cas, Biden a dit qu'il ne les livrerait jamais. Ça donne déjà une idée que... il faut se protéger, vous pouvez imaginer. Donc là, ça dépend des paramètres de l'attaque. Je ne peux pas vous le dire, je ne suis pas militaire. Oui. Pour finir et pour conclure sur ce sujet, est-ce que le président russe pourrait éventuellement utiliser l'arme nucléaire? Non, mais est-ce qu'il n'a jamais dit qu'il voulait utiliser l'arme nucléaire? Oui, il l'a dit. Non, il n'a pas dit. Ah, il l'appelle. Il ne faut pas pervertir les propos. Il faut pas prendre les propos de Joe Biden, qui étaient vraiment un peu faux. C'est aussi l'image déformée de ce que a dit le président Poutine. Je vous répète encore, il a dit que la Russie serait prête et serait prête à se défendre en cas de l'attaque sur son territoire et contre ses citoyens en cas de menace à sa sécurité. Parce que ça répondre par tous les moyens, ça veut bien dire éventuellement par les moyens nucléaires. Mais par tous les moyens. Par tous les moyens, y compris l'arme nucléaire. Mais par tous les moyens, je vous répète. Oui, pourquoi par tous les moyens, vous me répétez. Nucléaire, pourquoi ça vous plaît tellement? Y compris parce que c'est un engrenage terrible
que brandit Vladimir Poutine? Il brandit rien, il vous avertit tout simplement. Eh ben, c'est un peu pareil, figurez-vous. Pourquoi c'est un peu pareil? Non, c'est pas pareil du tout. Hein. Il avertit, Il avertit contre l'engrenage. Il avertit contre l'engrenage. C'est lui il ne veut pas le l'escalade. pacificateur. Oui. Non. Oui. Il avertit contre l'engrenage. Oui. Donc il est toujours dans la position, et vous-même qu'il représentait, de l'agressé qui se défend. Pourquoi de l'agressé Parce que vous dites, voilà, il avertit les Occidentaux que s'il est agressé, il se défendra par tous les moyens. Ça, vous me dites. Mais il a dit clairement, Ouais. pourquoi on parle si longuement sur ce sujet. Tout est clair dans son discours. Tout est Bien. clair et net dans son discours. Vous avez vu les images de manifestation hier, j'imagine. Oui, je les ai vues ce matin aussi C'est sur ma votre collègue. chaîne, notamment. Donc, voilà. Donc ce sont des images qui nous ont d'abord surpris. Elles étaient en direct, diffusées effectivement, encore une fois, dès 18h hier sur LCI. D'abord, il y a des personnes qui ont été arrêtées. Il y a un chiffre qui a été donné par une organisation qui fait ce type de recensement. 1300 personnes arrêtées, vous confirmez? Non, pas du tout. Vous avez un chiffre vous-même? Non, mais les chiffres donnés par les organisations non gouvernementales, c'est leurs chiffres à eux. Je ne sais pas à quel point Donc, ils sont vous savez pas. objectifs, ces chiffres, à quel point ils sont crédibles. Il y a eu des arrestations, on le voit. Plutôt les détentions. Alors justement, sont les sont détentions. des personnes qui sont détenues quelques heures, qui sont libérées tout de suite. Comment Peut-être ça qu'ils se sont passe? déjà relâchés, ces personnes. Vous montrez ces images, mais D'accord. ces images Non, datées je d'hier, vous pose la question, ça oui, m'intéresse. Ils En peuvent fait, être déjà relâchés. Ouais. elles sont déjà relâchées, elles sont détenues quelques heures. Ouais. Pourquoi? la, Parce que la police fait son job, la police maintient l'ordre public, c'est sa mission. Donc là, c'est normal, puisqu'il s'agit des manifestations non autorisées, ils font leur travail. c'était une manifestation interdite, et donc les forces de l'ordre, logiquement, arrêtent les personnes qui contreviennent à l'interdiction. Oui, sans les tabasser, sans les humilier ou quoi que ce soit, vous voyez, rien de spécial. Pourquoi on fait ce genre de battage autour de cet événement? Pourquoi? Parce que on y voit peut-être le début d'une conscience russe du fait que ils sont contre cette guerre. Écoutez, il s'agit d'une poignée des jeunes, et en regardant ces images, on a plutôt l'impression qu'ils sont venus faire la teuf. Excusez-moi pour ce terme, mais ils font la fête. Ils s'organisent. Ils sont venus faire la fête, et on les arrête en plus. Alors, si on les arrête pour faire la fête, c'est embêtant. Mais regardez, leurs images, ça ne montre pas trop de souffrance quand même. Hein. Pour eux, voilà, ils adorent se filmer sur leur smartphone et puis diffuser ces images sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi on les arrête alors, s'ils sont totalement inoffensifs et qu'en fait, il s'agit viennent des s'amuser. manifestations non autorisées. Et deuxième chose, la plus paradoxale peut-être, que ces gens-là qui manifestent, ils ne sont pas du tout concernés par la mobilisation. Mais c'est ça qui est des jeunes intéressant. gens qui ne sont pas du tout concernés par cette mesure, parce qu'il qui est s'agit intéressant. des réservistes. Mais oui, mais vous savez qu'on peut aussi manifester pour dénoncer une situation, pas seulement parce qu'on est concerné, Oui. pour dénoncer le fait que Vladimir Poutine a déclenché une guerre. Mais écoutez, ils manifestent, donc voilà, c'est comment dirais-je, la manifestation démocratique de leur opinion. Ils ont leur droit de manifester, mais bon, si c'est non autorisé, c'est non autorisé. Donc peut-être qu'ils ne comprennent pas l'objectif de la guerre. Ils ne comprennent pas où veut en aller, où en veut. Bref, je vais y arriver. Je ne sais pas où veut arriver Vladimir Poutine. Franchement, je ne sais pas ce qu'ils comprennent, je ne sais pas ce qu'ils veulent, mais cette manifestation, ça a l'air rocambolesque un petit peu, parce que ça n'a rien à voir avec ces gens-là. Il y a un décalage tel entre ce que vous dites, ils font la fête, c'est rocambolesque, et ce qu'on voit. Mais il s'agit d'une poignée de personnes. Et qui prennent le risque de se faire arrêter. Mais est-ce qu'ils sont nombreux, hein? Est-ce que ces manifestations prennent un caractère de masse? Non. Pas du tout. C'est pas pour ça que c'est pas significatif du fait qu'ils prennent conscience, quelques heures après la mobilisation partielle, qu'ils ne veulent pas aller se battre. Écoutez, mais vous mettez l'accent sur ces jeunes-là qui manifestent, mais vous ne montrez pas, je ne sais pas pourquoi, ces gens qui ont salué haut et fort la décision du président et qui sont prêts à aider par tous les moyens à nos confrères d'armes dans le Donbass et dans les régions concernées. Je voudrais aussi avoir votre commentaire des embouteillages qui ont été aussi relevés à la frontière de la Géorgie hier soir. Des longues files de voitures. Ce sont des images que nos services experts de TF1 ont authentifiées. D'autres ont été récusés, ceux-là ont été authentifiés. Donc voilà, on se précipite pour quitter la Russie. Cette fuite, elle ne vous interpelle pas?
D'après le logo de cette chaîne, je vois que c'est une chaîne d'opposition. Ils peuvent monter n'importe quelle image et vous raconter n'importe quoi. Je ne suis pas vraiment responsable, je ne peux même pas commenter cette image, d'où elle est prise, d'où c'est filmé, à quelle frontière, ou peut-être c'est même pas la frontière. Donc, je ne peux pas le commenter. D'accord. Il y a aussi des prix de billets d'avion, on a noté, qui ont explosé. Évidemment, ça témoigne d'une demande très très forte de personnes qui veulent quitter le territoire. Est-ce que ça vous fait de la peine? Vous vous dites ce ne sont pas des patriotes, ou alors vous les comprenez parce que en réalité la situation est quand même difficile en Russie? Vous savez, au début de l'opération militaire, il y avait aussi des départs des gens célèbres aussi à l'étranger. Les gens, sous le coup d'émotions, peut-être quitter la Russie. Maintenant, ils reviennent en plus. Vous voyez. Donc, là, ça ne veut rien dire du tout. Je ne sais pas ce qui se passe à la frontière. Les frontières sont ouvertes, en tout cas. Mais en tout cas, c'est normal. Peut-être il y a des gens qui ne soutiennent pas Peut-être. les décisions du gouvernement. C'est une possibilité. Oui. Mais en tout cas, ils ont toujours... vous voyez, les frontières ne sont pas fermées. Elles vont l'être? Non. Est-ce qu'il va y avoir une interdiction de quitter le territoire pour tout? Non. Pas seulement ceux qui... Alors, ceux qui sont mobilisés, en revanche, eux... Vous savez, mais ceux qui sont mobilisés, c'est les gens qui ont servi dans l'armée. Ils savent très bien ce que c'est l'armée, et c'est les gens, je peux imaginer, ils sont tous patriotes, parce qu'ils ont déjà tous servi dans l'armée. Donc là, ils ne vont pas fuir, ça c'est sûr. Vous êtes très fort, monsieur Makogonov, parce que pas une fois vous ne parlez de la guerre. C'est toujours l'opération spéciale. Mais écoutez... C'est une guerre depuis le début. J'ai pressenti cette question, parce que cette question flotte toujours dans votre langue ne fourche jamais. Exprès, pour vous, j'ai consulté Larousse ce matin, pour vous. Donc là, la première définition, parce que j'ai pressenti cette question, bien sûr. Ouais. La première définition que donne Larousse, là, la guerre, c'est le conflit entre les États. Et puis, entre les parenthèses, il est précisé que ça commence par un ultimatum ou une déclaration de guerre. Donc, je vous précise que personne n'a déclaré la guerre à personne, ni la Russie à l'Ukraine, ni l'Ukraine à la Russie. Ça, c'est la première chose. Puis, on ne fait pas la guerre contre l'État ukrainien, contre les Ukrainiens. Vous les tuez? Qui? L'armée russe. L'armée russe tue ceux qui portent les armes, c'est-à-dire les militaires ukrainiens, les mercenaires et les bataillons néo-nazis. C'est quand même une confrontation vous savez, aujourd'hui, entre d'armée à armée. Quand deux armées se confrontent, c'est pas une guerre? Vous savez, aujourd'hui, ceux qui font la guerre, là, du côté ukrainien, ils n'ont rien à voir avec le peuple ukrainien. Ils ne défendent que les intérêts du régime de Kiev et leur propre peau. Oui. Parce que les gens qui en souffrent, et qui servent pour ces défenseurs, soi-disant défenseurs de boucliers humains, vous savez, ils ont tout à fait un autre avis. Ouais. Donc là, encore une fois, c'est pas une guerre. Une guerre, c'est autre chose. Je reste sur vous parce que c'est vrai que c'est intéressant de vous interviewer. Vous n'êtes pas tenté parfois de démissionner? Vous n'avez pas assez de temps en temps, en permanence, de voir... défendre votre réalité qui n'est peut-être pas la réalité? Mais vous savez... Vous n'êtes pas fatigué, monsieur Makogonov? Il y a quelque chose qui nous rend très fort malgré tout, malgré toute cette pression médiatique, politique, diplomatique, etc. Parce que la vérité est de notre côté. Quand tu as la vérité qui est derrière toi, qui est à côté de toi, ça te rend beaucoup plus fort. Parce que tu sais pourquoi tu te bats. Vous voyez, je suis pleine de sollicitude à votre égard parce que c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour, jour après jour, justifier ce qui nous paraît, nous, injustifiable. Par exemple, on va regarder quelques images d'Izium, si c'est possible. Oui. Izium, donc, la ville a été reconquise par les Ukrainiens. Image de sollicitude à votre, si c'est possible, parce que c'est vrai qu'on se demande comment vous faites pour, jour après jour, justifier ce qui nous paraît, nous, injustifiable. Par exemple, on va regarder quelques images d'Izium, si c'est possible. Oui. Izium, donc, la ville a été reconquise par les Ukrainiens. Quelques jours après le départ des soldats russes, les Ukrainiens ont fait valoir qu'ils avaient découvert, je ne sais pas si on peut voir les images, si on découvert des fosses communes dans lesquelles étaient enterrés des dizaines et des dizaines d'Ukrainiens, sans doute pour certains morts au combat, et puis des salles de torture qui ont été aussi mises au jour par les Ukrainiens. Quand je dis est-ce que vous n'êtes pas tenté parfois de démissionner, ça par exemple, comment vous le justifiez?
Je ne sais pas comment vous pouvez croire comme ça à la lettre à tout ce qu'on vous montre, à tout ce que le régime ukrainien vous montre. Il s'agit encore une fois d'une falsification à 2 balles, vraiment, à 2 balles. Une falsification mensongère, propagandiste. Encore une fois, la falsification à la Boutcha, le même scénario, le même montage, qui est absolument, qui est ridicule, qui est tellement ignoble. Et c'est absolument, mais c'est absolument inacceptable. C'est vraiment. Mais alors, par exemple, si je vous dis que nos équipes c'est une mise de en scène, TF1, encore une mise en scène, ouais, pour vous impressionner. Mais regardez, si, imaginez, les troupes russes voulaient cacher, disons, les cadavres, oui, organiser les charniers et cacher les cadavres. Mais pourquoi alors on voit tant de croix là sur ce cimetière? Oui. Alors, pour cacher les cadavres, on met les croix, même avec les noms parfois. C'est les soldats ukrainiens. beaucoup avec Madame, des je numéros. dois vous dire, il s'agit des soldats ukrainiens tués au combat au mois de mai dans cette zone-là. Les soldats qui n'étaient même pas, dont les cadavres qui n'étaient même pas récupérés par les siens, donc pas par les leurs, pardon. Donc là, la partie russe à l'époque, nous avons proposé aux Ukrainiens de cesser le feu et pour qu'ils puissent récupérer les cadavres de leurs propres confrères d'armes. Ils ont refusé. Et nos militaires... Ça ne correspond pas au récit que Au récit, nous recueillons. exactement, au récit, plutôt aux histoires. Donc, nos voilà. militaires les ont enterrés et ont mis ces croix-là, même en inscrivant parfois leurs noms, s'ils connaissaient les noms. Il y a les vidéos qui étaient filmées, il y a tout. Mais vous ne voulez pas les voir, vous préférez de montrer les images fournies par Donc, Kiev. nous, ce qu'on voit, effectivement, ce qu'on recueille et ce qu'on voit, parce que nos équipes de TF1 et LCI sont allées sur place, vous dites, bon, c'est une... C'est encore une falsification à la Boutcha. Voilà. Pareil, Nous sommes victimes de la propagande et nous relayons cette propagande en passant à côté de la réalité. L'ambassadeur de France aussi a parlé de ces exactions. Mais quelle est la logique? L'ambassadeur de France a parlé Sur ce des même exactions. territoire, on commence à distribuer les passeports russes, on commence à enseigner les enfants en langue russe, selon le programme russe. Oui, dans ce territoire de la région de Kharkiv. Oui. Et en même temps, on torture et on enterre ces gens-là. Ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord pour devenir russes sur ordre, par la coercition. Non. Ceux qui n'étaient pas d'accord, ils avaient la possibilité de quitter cette région il y a très longtemps. Et là, les gens qui sont restés là-bas, c'est les gens qui étaient absolument pro-russes et qui étaient d'accord de rester là, qui ne voulaient pas quitter leur maison natale et qui vivaient bien tranquillement jusqu'à ce que les Ukrainiens n'arrivent. Emmanuel Macron, hier, dans l'Assemblée générale des Nations unies, a dit ceci. Emmanuel Macron en marche, pas à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, mais voilà ce qu'il a dit. Aujourd'hui, ce à quoi j'appelle la Russie au premier chef, et tous, c'est que nous mettions tous, c'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien, et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir et progressivement être de plus en plus nombreux pour appeler au cessez-le-feu et à la paix, qui est la seule voie acceptable dans ce conflit. Et je pense que toute escalade, même verbale, ne mène à rien. Voilà, donc, est-ce que vous êtes prêt à cesser le feu? C'est ce que nous avons proposé dès le début. Même avant le début de l'opération militaire, nous avons proposé aux Ukrainiens de retirer leurs troupes de la ligne de contact parce qu'ils ont massé une centaine de milliers de personnes le long de la ligne de contact dans le Donbass. C'est ce que nous avons proposé. Donc, même pas cesser le feu, mais même éviter le feu. Alors, donc maintenant mais maintenant, nous prononçons constamment, dès le début, pour la solution pacifique à ce conflit. À quelles conditions le cessez-le-feu? Écoutez, les conditions sont très claires. Moi, je vous ai déjà cité quelques objectifs de notre opération militaire. Donc là, ils sont très clairs pour les Ukrainiens. Ils les connaissent très très bien. C'est-à-dire? Et les négociations que nous avons commencées au mois de mars et qui étaient torpillées par la partie ukrainienne après, donc voilà, c'est ça qui nous a mis dans l'impasse. Parce que là, tout aurait pu être réglé il y a très longtemps. D'accord. Oui, mais les sponsors de ce régime, derrière ce régime, ils tirent les ficelles et ils ne donnent pas aux Ukrainiens la possibilité de régler ce conflit d'une manière pacifique. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Le président Macron sera un bon négociateur, un bon médiateur pour une négociation?
Mais certainement, la France pourrait jouer son rôle dans le processus politique, Ouais. dans le processus pacifique. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le président Erdogan, hier, a condamné le principe de l'organisation des référendums qui commencent demain? Mais bon, c'est son avis. Qu'est-ce que je peux en dire? Est-ce que Pour nous, ce qui est important, c'est que les gens veulent organiser ces référendums. Enfin, vous avez Les besoin gens d'alliés veulent sur la voter. scène internationale. Par exemple, la Chine, nous appelons les parties concernées à instaurer un cessez-le-feu. Oui, mais Aussi. non, mais la Chine a une position très, très claire et constante depuis le début de cette crise, en fait. Elle se prononce pour la solution pacifique, c'est normal, pour le cessez-le-feu. Et Vous êtes c'est pas très- un changement de position, c'est toujours la même position et qui est absolument adéquate. D'accord. Nous apprécions beaucoup. Donc, vous appréciez beaucoup la Chine, vous avez beaucoup besoin de la Chine, effectivement, pour vous aider, parce que vous êtes de plus en plus isolé. Isolé, mais quel mot, quel gros mot encore. Encore isolé. Mais isolé par qui? Mais isolé par qui? Là, si on compte la totalité des pays qui auront adopté les sanctions contre la Russie, il y en a combien? Qu'est-ce que vous en pensez? Une cinquantaine. Ouais. C'est un tiers de monde, c'est un tiers. C'est La minorité. condamnation aux Nations Unies, Mais elle quelle était- isolation? hein, combien de pays n'ont pas voté la condamnation de la Russie devant les Nations Unies? Combien? Vous savez... Non, mais dites-moi, combien? Oui, mais non, mais ça, Sur c'est combien les chiffres qui ont changé après. Donc là, c'est pas les Ah bon. questions. Mais là, par exemple, le forum économique que nous avons tenu à Vladivostok il y a pas longtemps, que vous avez montré aussi sur votre chaîne là. Vous savez combien de pays ce forum a représenté, a rassemblé? 68 pays. 6 000 représentants de 68 pays du monde. Est-ce que c'est ça l'isolation? Et dernière, puisqu'on parle de chiffres, seuls 7 pays ont refusé que Volodymyr Zelensky s'exprime en visio devant les Nations Unies. Bon, Vous voyez, il n'y en a que 7. oui. Mais bon, Et il continue sur sa tournée combien? mondiale là, Sur sur plus tous d'une les écrans centaine. du monde avec son t-shirt kaki. Oui. Non, mais, avec sa non, mais barbe. parce qu'on parlait de l'isolement. Écoutez, oui. Oui, 7 sur 108. Mais ça ne veut rien dire. Je viens de vous citer les chiffres. Je viens de vous citer les chiffres qui sont voilà. les nôtres. Voilà, les Ça ne veut chiffres et rien les dire du chiffres. tout. Merci infiniment, Monsieur Makogonov, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous Merci êtes à vous. le porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bonne journée à vous. Et bien sûr, dans un instant, le temps de l'info continue avec nos experts.